Nous révélons la cible à la fin de l'expérience. À 10 heures, Sonia Lidley de la BBC se rend sur le site avec Keith Harary, chercheur au SRI. Les 6 sites possibles sont la cathédrale Sainte-Mary, des colonnes près du lac, un supermarché, le squelette d'une baleine dans un musée, une fontaine moderne en pierre et un voilier amarré à un quai. Ella Hamid se trouve à 50 km de chaque cible. Personne dans la pièce ne connaît le site sélectionné. À 10h10, Ella Hamid entame sa description. I've been having for quite a while an image of a very narrow light streak in the middle of a dark area. I'll draw it in a minute. Very geometrical. It's a diagonal kind of. This is the light wood. You know, wood area. It's light. It's beige. Okay? Mm-hmm. And then along here is this wall, which seems to be made out of large building stones or some other textured material. Can you pull away from the wall a little bit? As you stand where they are and look at the interesting aspect, what comes into view? You just pop your eyes open and look at the thing that they're standing looking at. They seem to be looking at some small detail or something. Almost something as if they picked it off the ground and they're both looking at it in the hand. And I got this feeling of close inspection. Helen, could you drift up in the air and look down on this site? Do you see a plan view that you could draw? Compound. It has sort of long walls which are windowless. There may be in the middle one entrance. The walls are thick, very thick. It's fortress-like. It's like a fortress. I would say it has a mausoleum kind of feeling. It's sort of silent. That's why I would tend to think it's not something that being used. It's quite a silent place. Inside too, is almost no activity. Museum-like. It's either fallen into disuse or it's not something that I would choose to spend a lot of time. That sounds very good. Okay. Thank you. Sur quel site se sont-ils rendus? Un lancer de dés a désigné le squelette de baleine au musée local. Ella Hamid a parlé de musée. Elle a aussi mentionné des murs dépourvus de fenêtres. Le squelette est gardé sous clé. L'accès au site est interdit au public depuis 3 ans. Ella Hamid a d'ailleurs dit « ce lieu n'est pas utilisé ». Elle n'a pas mentionné le squelette de la baleine, mais elle a parlé de mausolée. Elle a aussi parlé de l'inspection minutieuse d'un objet. Sonia a en effet examiné de près cette pierre. Ella Hamid a aussi décrit l'endroit comme une espèce de forteresse, ce qui correspond tout à fait lorsqu'on filme le musée d'en haut. Nous envoyons 2 protocoles complets à 2 experts indépendants. Ils visitent tous 2 les 6 sites et déclarent que le musée correspond le plus à la description. Ella Hamid sait-elle comment elle fait? Je suis désolée, mais je suis incapable de fournir une explication.
Ce serait merveilleux si c'était possible. Cela fait tellement longtemps qu'on essaie de découvrir le fonctionnement de la clairvoyance à l'aide de toutes ces expériences. Mais on n'a rien trouvé jusqu'à présent. De toutes les facultés paranormales, la prévision du futur constitue certainement le plus grand défi par rapport à notre conception de l'espace et du temps. La prévision de l'avenir a connu son apogée il y a 2500 ans avec l'oracle de Delphes en Grèce. Aujourd'hui, les hommes du XXe siècle se joignent au mouvement. C'est en 1975 que Targ et Puthoff mènent des expériences afin de découvrir si la clairvoyance peut prédire l'avenir. Allah Hamid est leur premier cobaye. Voici une brève reconstitution d'une de ses premières expériences. Elle doit dire où Puthoff se rendra une demi-heure plus tard. It's very dark, and at the end you come out through an archway into a very bright area where lots of vegetation, like a rose garden. It's very formal. It's a very manicured kind of garden. Durant toute sa description, Puthoff tourne en rond dans la ville sans but précis. Allah Hamid termine sa description et, à un moment convenu d'avance, un générateur aléatoire indique la destination finale à Puthoff. Il y a 9 enveloppes. Chacune contient une destination différente. Chacune peut être sélectionnée. Le générateur aléatoire indique l'enveloppe numéro 6, dont la destination est la cour intérieure de l'hôpital de Stanford. Une demi-heure auparavant, Allah Hamid a parlé d'un jardin bien aménagé. Le voici apparemment. Une autre expérience le lendemain. Got a quick flash of a black pointed area, like a head of an arrow. He walks into it. It's like a triangle that he walks into. Une demi-heure plus tard, l'enveloppe désignée de manière aléatoire les mène au balançoire du parc Alma. Cette fois, elle ne voit pas seulement l'avenir, elle l'entend aussi. A rhythmic kind of squeak, like a rusty pump on not well-oiled piston. Just a very rhythmic squeaking. Deux autres laboratoires réalisent le même type d'expérience avec autant de succès. Lors de nos expériences, des personnes ont été capables d'exposer de manière précise des faits devant se dérouler des heures ou des jours plus tard. Il faut préciser qu'elles étaient enfermées dans le laboratoire et qu'elles ont décrit des événements futurs que d'autres personnes allaient expérimenter. C'est ainsi qu'on peut décrire ce phénomène. Il serait toutefois plus juste de dire qu'un événement qui doit se produire dans l'avenir provoque chez le sujet une expérience anticipée. Avec la pire des formules, on pourrait dire que l'événement futur crée son présent. Cela ne signifie pas que l'avenir peut modifier le passé, mais il est absolument certain que l'avenir a une incidence sur le passé. L'avenir ne peut pas annuler un événement qui a déjà eu lieu. Mais il est clair, à l'analyse des nombreuses expériences que nous avons menées, que l'expérience d'une personne installée dans un laboratoire peut être contrôlée et déterminée par un événement qui n'a pas encore eu lieu. La parapsychologie a fait un long chemin depuis l'expérience avec les cartes. Cependant, la science officielle persiste à la rejeter. Les scientifiques prétendent que même si elles existaient, la perception extrasensorielle et la psychokinésie semblent bien faibles et imprévisibles comparées à nos sens normaux. De plus, elles violent les lois de la physique et du bon sens. Ils ajoutent que des facultés exceptionnelles requièrent des preuves exceptionnelles. Les parapsychologues estiment que les preuves exceptionnelles ne manquent pas. Historiquement, toutes les critiques déversées sur ce domaine ont toutes été progressivement démontées. Les scientifiques ont deux possibilités. Ou bien les données sont vraies, et elles doivent être acceptées comme toute autre donnée scientifique, ou bien tous les résultats sont frauduleux.
Mais l'hypothèse d'une fraude n'est pas plausible lorsqu'on considère la distribution des effets et les personnes qui ont participé à ces expériences. C'est aussi paranormal que l'hypothèse des détracteurs selon laquelle il existerait une immense conspiration pour produire des données frauduleuses. Les preuves de l'existence des facultés paranormales sont irréfutables. Je ne comprends pas comment un scientifique peut prendre connaissance des preuves concernant ces facultés et affirmer qu'elles n'existent pas. Certains facteurs irrationnels peuvent expliquer ce rejet, mais de par leur qualité et leur variété, les preuves sont vraiment trop convaincantes. La plupart des scientifiques prétendent que les facultés paranormales violent les lois de la physique. Si on leur demande ce qu'ils entendent par là, et s'ils peuvent étayer leurs affirmations de manière empirique, on découvre que leurs assertions sont purement théoriques et qu'ils ne les ont jamais vérifiées. Je ne suis pas sûr que nous en sachions tellement sur l'univers. Ce qui est excitant avec les facultés paranormales, c'est qu'elles semblent bousculer certaines lois définies par la physique. La compréhension des phénomènes paranormaux et leur intégration dans des domaines que nous maîtrisons déjà nous permettront d'élargir, d'amplifier de manière conséquente notre compréhension de l'univers physique. C'est ça le vrai défi. C'est ça qui est vraiment excitant.